Donc bonjour à tous. Je suis Jérôme Tréhardy. Je suis le cofondateur du site internet maplatine.com. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment aborder à travers notre exemple le marché de niche en e-commerce. Donc, maplatine.com, qu'est-ce que c'est? Nous, on est un pure player dans la vente de platines vinyles audiophiles. Alors, c'est quoi les platines vinyles audiophiles? C'est pas les platines DJ, et c'est des platines qui vont de plusieurs centaines à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc on est en B2C, c'est-à-dire qu'on ne va pas adresser une clientèle de professionnels, mais bien de particuliers qui sont amateurs de son de très haute fidélité. Et au travers de notre site, on a également tous les accessoires qui sont liés à cet univers-là. Donc on va avoir ce qu'on appelait avant les saphirs, donc maintenant les diamants, donc les cellules, les courroies, les câbles, les accessoires d'entretien, enfin voilà, j'en passe, je pourrais vous faire, on a à peu près 1200 références sur le site. Et on a été créé en 2012, donc ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. On est maintenant leader sur ce marché de niche. Alors, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire plus niche. On estime que le marché est autour de 8 à 10 millions d'euros. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée en France. Donc, c'est vraiment un petit marché. Et on a à peu près 25, un quart du marché sur ce marché de niche. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a 75% de notre trafic qui est gratuit. Alors, si je vous donne ces différents éléments, c'est juste pour vous illustrer ce que ça nous a permis de pouvoir arriver sur un marché de niche et ce qu'on a réussi à accomplir en termes de performance. Donc comme je disais, il y a 75% de notre trafic qui est gratuit, lié à notre référencement naturel. Et grâce à ça, ça nous a permis de nous situer. Alors ça, j'ai sorti un graphique de la FEVAD. Donc dans ces 4% des sites qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a réussi, en étant même sur un marché limité, à pouvoir avoir une taille significative. Alors, juste pour bien repréciser les choses, j'aime bien quand je parle de marché niche qu'on parle bien tous de la même chose et je trouve toujours intéressant de pouvoir redonner des éléments un peu clés. Je ne vais pas relire tout ce qui est derrière, mais simplement ce qui est extrêmement intéressant d'avoir en tête, c'est que le marché de niche, ça représente un petit segment de marché et une demande extrêmement spécifique. Et qu'il y a une véritable opportunité à devenir très rentable. Et on sait que dans le e-commerce, le problème de la rentabilité est toujours un sujet extrêmement prégnant. Et on arrive à atteindre cette rentabilité dès qu'on atteint une taille critique et avec une notoriété suffisante. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le cas du marché de la platine vinyle. Alors, quelques caractéristiques. Ce qui est très clair, c'est que quand on parle de marché de niche, on parle de marché de spécialistes qui va tout de suite s'opposer au mass market. Très clairement, sur la platine vinyle, on est sur un marché, sur un produit extrêmement technique, qui d'ailleurs demande du réglage, demande du conseil, enfin, demande vraiment beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne va pas acheter comme ça en un clic sur Internet ou même dans un magasin. Donc, il demande une vraie démarche de spécialiste. Le marché niche aussi se caractérise par une grande profondeur de gamme. Généralement, c'est parce que ça va se lier avec le fait d'être spécialiste, c'est que ça permet d'avoir effectivement une grande offre, une offre qui est bien supérieure à ce qu'on peut avoir dans des circuits plus grand public. L'autre chose qui est extrêmement intéressante aussi, c'est qu'on a une concurrence qui est faible, voire inexistante. Forcément, on est sur un petit marché, taille réduite, et donc ça limite de fait le nombre d'intervenants. Et le parallèle à ça, forcément, c'est qu'on a un nombre de consommateurs qui est restreint, mais qui est fidèle. Et ça, c'est important, et c'est lié à la dimension de spécialiste. Alors, forcément, ça nous amène des volumes qui sont limités, mais ce qui est intéressant derrière, c'est que ça permet de créer une relation de proximité et de personnaliser une relation durable dans le temps. J'en reparlerai un peu tout à l'heure dans la partie un peu acquisition, comment on travaille ça, mais je pense que c'est important de voir que par le fait qu'on est sur une petite taille de marché, ça va permettre de pouvoir créer une relation forte. Quand on a imaginé maplatine.com, on s'est dit, alors ça va un peu ça me rappelle un peu justement la plénière de ce matin sur l'intelligence artificielle, c'est de réhumaniser un peu le lien. Et nous, quand on a fondé notre site sur ce marché de niche, on a voulu réhumaniser le lien et donner de l'humain dans la relation avec le client.
Et le dernier point qui me semble aussi important de mettre en valeur, c'est qu'un marché de niche ne veut pas dire un marché sans potentiel de chiffre d'affaires. Ce n'est pas parce qu'il est restreint qu'il n'a pas de potentiel. Et je parle des montres de luxe, moi j'aime bien les montres, et il y a une marque qui s'appelle Richard Mille, alors peut-être certains de vous connaissent, c'est des montres qui, les premiers prix sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça monte à plus d'1 million d'euros, il en vend peut-être 100, 150 par an, il fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un marché de niche, mais avec un certain potentiel de chiffre d'affaires. Donc voilà, moi, il me semblait important de prendre le temps un petit peu de remettre les choses en perspective et de, fait, à travers ces exemples-là, de montrer un peu, d'une part, les opportunités, mais aussi les limites que je vais aborder un peu au cours de cette présentation de ce qu'est un marché de niche. Alors, la première chose qui est importante, c'est que d'arriver sur un marché de niche, d'avoir l'opportunité de pouvoir œuvrer sur un marché de niche, permet d'exister dans la jungle du e-commerce. Alors la jungle, c'est un mot un peu fort, mais c'est vrai que, et on voit bien depuis ce matin, toutes les présentations, le e-commerce est maintenant une vision très technique. Il y a plein on parle de retargeting, d'affiliation, de chatbot, enfin voilà ça. Et on voit bien que plus on a de moyens financiers, plus on peut mettre en œuvre ces choses-là, et que quand on est un intervenant plus modeste, c'est compliqué de pouvoir rentrer en compétition avec toute cette mise en œuvre technique, cette débauche de technique. Et c'est vrai que nous, de pouvoir adresser ces marchés de niche permet de pouvoir justement exister dans le e-commerce. Et nos chiffres le démontrent. Alors ici, c'est une petite interview de Grandjean que j'aime bien citer aussi. En gros, qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit qu'actuellement, dans le e-commerce, il y a une concentration. Les uns rachètent les autres, les moyens meurent, les gros sont de plus en plus gros. Amazon, on en entend parler partout. Et il dit une phrase qui est vraiment très intéressante. Il dit « Ne resteront, à mon avis, que les très gros pure players et d'autres plus petits, bien spécialisés et pratiques pour le consommateur. Ces niches ne sont pas négligées car elles recèlent de beaux potentiels si on sait bien les travailler. » Et je trouve que, quand je lis ça, je me suis dit, il parle un petit peu aussi de notre offre. Et je trouve que quand on est intervenant sur le marché de niche, par cette dimension de spécialiste, on peut exister par rapport aux gros faiseurs. Et je parle par exemple d'Amazon. Il est très clair que Amazon vend des platines vinyles, ça c'est sûr, et d'autres gros le font. Mais le fait d'avoir cette dimension de spécialiste permet d'être à peu près à armes égales, si ce n'est même d'avoir quelque chose à proposer en plus par rapport aux gros faiseurs. Alors, ici... alors, je vous dis pour les petits gifs, je vous explique tout de suite pourquoi. Ma collaboratrice Charlène, elle trouve que je fais toujours des présentations très tristes. Donc, souvent, je lui donne pour qu'elle mette des trucs pour animer un peu les choses et pour que ça soit un peu plus fun. Voilà. Donc, vous comprendrez pourquoi les gifs, les photos et tout ça. Donc, pour revenir à des choses plus sérieuses, la première chose sur laquelle quand on a abordé le marché niche, qui est la platine vinyle, on s'est dit que c'était extrêmement important de devenir une référence. Nous, ce qu'on apporte, c'est une valeur ajoutée par la connaissance produit. Et ça, c'est mon associé. Donc, on est deux cofondateurs à avoir fondé maplatine.com. Et Franck, mon associé, lui, c'est l'expertise produit. Et donc, à un moment, on s'est dit, il faut valoriser cette expertise pour devenir une référence. On s'est posé la question, quand on a lancé Maplatine, de faire deux stratégies. C'était soit de dire, comme on va donner du contenu qui a de la richesse, qui donne de l'information, on va le cacher, le rendre accessible que si on rentre son email, qu'on le cache un petit peu, ou soit au contraire, on le rend accessible à tous. Certes, à court terme, ça va être utilisé et on va perdre des ventes, mais on avait pris le pari qu'à moyen et long terme, on allait devenir une référence. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé parce que maintenant, même dans les magasins de hi-fi, ils prennent le site de maplatine.com devant les clients pour aller chercher l'information et trouver de l'information. Et donc, je trouvais que c'était important de le souligner que cet axe-là. Alors, comment on devient une référence ? Enfin, comment nous, on a travaillé pour essayer de devenir cette référence. La première chose, c'est la stratégie de contenu. Alors quand je dis, on est des artisans, on n'a pas mis en place de solutions techniques très élaborées, c'est que nous, notre vocation, c'est le contenu. Et on l'a travaillé autour de 6 axes. Et le contenu, on l'a fait pas pour Google, on l'a fait pour nos clients, pour que ça réponde à une demande de nos clients.
Et ce que j'appelle un peu le double effet qui se coule, c'est que ce qui est très clair, c'est qu'en parlant à nos clients, en travaillant, en mettant beaucoup de travail à l'œuvre sur ce qu'on allait produire comme contenu, et ben à côté de ça, on s'est rendu compte que c'était très bénéfique pour notre référencement sur Google. Mais ça, je pense qu'on est tous aujourd'hui à ce salon, je vous apprends rien. Alors, comment on fait cette stratégie de contenu? Nous, on a des fiches produits rédigées par nos soins avec un argumentaire technique de spécialiste. On a à peu près, je sais pas, 800, 900 fiches produits qui ont toutes été rédigées par nos soins. On a des vidéos et des photos uniques, c'est-à-dire qu'on a un studio photo, un studio vidéo dans lequel on refait les photos, on fait des vidéos. Pourquoi? Parce qu'un client, quand on achète un produit aussi impliquant qu'une platine vinyle, mais ça se retrouve sur d'autres marchés de niche, je parlais des montres tout à l'heure, c'est la même chose, on va passer d'un site à un autre. Et je trouvais que de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir des photos différentes donnait l'envie de revenir sur le site où on voit des photos qui ne sont pas ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a cette stratégie, puis en plus une stratégie de contenu toujours sur le référencement. On a travaillé aussi des guides d'achat, des fiches pratiques, un lexique, tout ça pour donner une dimension de spécialiste, aussi d'apporter du conseil, de donner cette dimension de spécialiste pour nos clients. Alors on a aussi fait quelque chose, ça c'est un petit clin d'œil, on a fait ce qu'on appelle les disques du mois. Alors on ne vend pas de vinyle du tout, mais il nous trouvait intéressant de pouvoir nous donner une caution en parlant de nos goûts musicaux, parce qu'au final on parle de musique. Et donc en fait depuis maintenant 5 ans, on s'essaye, alors avant c'était tous les mois, maintenant tous les 2 mois, de faire une petite critique de 2-3 vinyles. Et pour la petite anecdote, pourquoi c'est important et je tiens à le souligner, c'est que moi, j'ai pas souvent les clients au téléphone. Et une fois, j'avais un client qui m'appelle et qui me dit, on discute sur une platine, c'est à peu près un panier d'achat autour de 1 000 euros. Et j'aime bien le métal, j'aime bien un groupe qui s'appelle Slayer et j'avais fait une review sur ce groupe-là. Et le type au téléphone, on parle et puis il me dit, ah c'est vous la chronique sur Slayer, tout ça, moi j'adore ça. Et ça déclenche la vente parce qu'il dit, moi si vous aimez ça et moi aussi, je vous fais confiance. Et voilà, et donc ça crée une relation de proximité, ça réhumanise un peu le lien. Ensuite, on a un blog qui permet de parler de tout ce qui est nos visites d'usine, de tout ce qui est l'actualité de ma platine, mais là encore des choses classiques. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors nous, les réseaux sociaux, on les utilise vraiment pour développer notre image. On n'a pas encore de volonté mercantile sur Facebook, de faire des boutons pour commander. On veut vraiment travailler notre image et donner une image là encore de spécialistes sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, Twitter et tout ça. Donc vous l'aurez compris, le contenu est vraiment, on est focusé là-dessus, c'est vraiment l'axe majeur de notre stratégie. L'autre chose pour devenir une référence, c'est notre profondeur de gamme. Les clients trouvent ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, c'est-à-dire que même en ayant un site qui est qu'en français, alors même si on vient de le traduire en anglais il y a 1 mois et demi, donc même s'il était qu'en français, on a vendu dans 50 pays, en Russie, en Chine, sur des produits extrêmement spécifiques, parce qu'ils le trouvaient nulle part ailleurs. Et donc ça nous a permis justement de gagner, par cette profondeur de gamme, de gagner en crédibilité. L'autre point extrêmement important, c'est le service client. On essaye d'avoir un service client qui est personnalisé, donc avec un contact email, téléphone et physique, puisqu'on a même un auditorium où les gens peuvent venir tester les produits. Alors ce service client personnalisé, ça c'est vraiment mon associé Franck qui l'a apporté, qui travaillait en magasin. Parce que nous, on n'est pas là pour faire un achat à court terme, mais pour créer une relation sur le long terme avec nos clients. Donc on préfère perdre une vente à court terme et bien vendre demain. Et donc on s'est rendu compte que d'avoir un vrai contact, les gens nous appellent, on est par email régulièrement avec eux, nous permettent vraiment de recréer cette relation. Et tout ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on est sur un petit marché. Parce qu'on fait même pas 1000 commandes par mois, mais parce qu'on est sur un marché restreint, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça nous permet de travailler cette relation-là de façon assez forte et de façon assez forte. Alors l'autre chose, c'est l'acquisition. Qu'est-ce que dans l'acquisition, le fait d'être sur un marché niche, ça nous a permis de faire? La première chose, c'est la partie AdWords. Donc nous, on fait de l'AdWords. La chance qu'on a, c'est que comme on est sur un marché de niche, peu de concurrence, donc dans tout ce qui est le système d'achat des mots-clés, on a un coût qui est
très faible et qui nous permet d'avoir un ROI extrêmement positif. On gagne de l'argent avec AdWords, donc il faut qu'on fasse toujours attention de ne pas dépasser une certaine pression, puisqu'à partir d'un moment, voilà, on travaille un peu ça. Mais de ce fait-là, on est sur un achat de trafic très classique, là encore, hein, je ne réinvente pas la roue, mais du fait d'être sur un marché de niche, nous permet d'avoir quelque chose de très intéressant. L'autre chose, c'est les partenariats. Les partenariats, là encore, en ayant cette image de spécialiste, ça nous permet de pouvoir justement intéresser les gens avec qui on va faire de l'échange de visibilité ou avec qui on va faire des opérations communes. Et ça nous permet, grâce à ça, de pouvoir adresser une audience qui est non diffuse et qualifiée. La problématique qu'on a, nous, c'est que du fait qu'on est sur un petit marché, un marché de niche, notre audience est très diffuse et très difficile à capter. Donc c'est extrêmement important pour nous de pouvoir aller la chercher là où elle est. Et donc de fait, en ayant cette image de spécialiste, ça nous permet de pouvoir avoir une caution qui permet d'aller chercher notre audience là où elle est. Alors la troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle maintenant l'inbound marketing, mais qu'on fait depuis le début. C'est tout ce que je vous ai décrit avant sur le contenu, c'est-à-dire qu'on vient sur notre site pour trouver de l'information. Parce qu'on est identifié comme étant un spécialiste, donc les gens viennent trouver de l'information. Donc on a aussi des trafics qui viennent naturellement vers nous parce qu'ils vont essayer de trouver cette information qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et le dernier point important, c'est nos clients. Quand on doit faire des choix stratégiques, on place toujours notre client au centre de nos décisions. Et on s'est rendu compte que nos clients étaient nos meilleurs ambassadeurs. Là encore, je ne réinvente pas la roue. Mais en ayant créé cette relation de proximité, parce que le volume est limité, et donc on peut créer cette relation de proximité, et on voit que nos clients se mettent à devenir des gens qui deviennent très impliqués chez nous. Comme on le voit à travers les avis sur le site. On a plusieurs centaines d'avis sur le site. On ne passe pas par des Trustpilot, des choses comme ça. On n'envoie pas, on ne demande pas à laisser d'avis. Je vous laisserai aller voir sur sur notre site pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est les gens spontanément qui vont venir donner leur avis sur le produit parce qu'il y a une relation qui s'est créée, une implication qui se fait aussi. Alors ce qui est très clair, c'est que quand on achète un produit aussi impliquant qu'une platine vinyle, puisqu'on touche au monde de la musique, on touche au monde de l'émotion, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais m'étendre et qui pourraient expliquer ça aussi, fait que c'est nos meilleurs aussi derrière nos meilleurs ambassadeurs pour parler des produits avec leurs mots et leur sensibilité. On le voit aussi à travers les forums. Là encore, on n'a aucune stratégie sur les forums. On ne va pas essayer d'aller de façon un peu sournoise mettre des trucs. On laisse, et naturellement, le travail que je vous ai décrit avant nous permet de pouvoir émerger sur des forums de spécialistes. Alors tout ça, c'est super. Mais comme je dis depuis le départ, il y a plein d'opportunités, mais il y a surtout des limites. Et les limites, c'est lié à la taille du marché. Et donc, nous, on a essayé de réfléchir, on est toujours en train d'essayer de réfléchir, parce que ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans qu'on existe maintenant, sur comment on va pouvoir dépasser ces limites, notamment qui est liée à la taille du marché. La première chose, c'est profiter de notre notoriété de spécialiste pour élargir notre offre dans l'AIFI. En gros, comme on a réussi à créer cette relation avec le consommateur, il y a une vraie dimension de conseil, et donc dans l'AIFI, il y a besoin d'accompagner. Et de plus en plus de consommateurs nous demandent les platines c'est bien, mais et les enceintes et les amplis. Donc face à la demande qu'on a eue, on est en train d'élargir un petit peu notre offre là-dessus. La difficulté là-dessus, et c'est une vraie question, et je n'ai pas encore la réponse, c'est de trouver la bonne balance. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit vu comme des opportunistes et qu'on perde notre ADN. Et donc toute la difficulté, c'est qu'à un moment, quand on a réussi à émerger sur un marché de niche, on a cette étiquette-là et de spécialistes et qui nous empêche non plus d'avoir la légitimité de trop élargir les choses. Donc il faut qu'on essaie de trouver le bon réglage entre les deux. Le deuxième point pour aller plus loin, c'est d'attaquer d'autres marchés.
C'est-à-dire de se dire, bah, il y a ce marché de niche qui existe en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays. Et ben, allons les chercher, ces gens-là. On l'a vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vendu dans une cinquantaine de pays de façon assez opportuniste, parce qu'ils trouvaient le produit qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Et ben là, allons avec une stratégie un peu plus engagée. Et donc là, on a traduit le site en anglais il y a maintenant une semaine, un mois et demi. Et donc, on est en train d'essayer de tester un peu ça, d'essayer d'aller de remettre en place tout ce que je vous ai décrit là sur de nouveaux marchés avec toute la difficulté du fait que c'est à distance. Et donc, de recréer ce lien-là à distance, c'est tout l'enjeu qu'on va devoir, sur lequel on va devoir répondre dans les prochains mois. Donc, je peux pas pour l'instant, voilà, on a les premiers éléments de réponse, ce qui ne nous a pas empêché de faire, juste pour l'anecdote, hein, mais pour vous donner un petit peu les potentialités d'un marché comme ça, on a une vente de 25 000 euros à Hong Kong dans la nuit de samedi à dimanche, un week-end et demi. Donc voilà, il y a quand même des, des gens qui sont prêts à mettre des sommes considérables parce qu'on leur parle de façon spécifique. Dernier point. C'est sur développer la présence physique. C'est-à-dire que c'est bien d'être pure player, mais on voit bien que sur un produit qui est aussi impliquant que la platine vinyle, eh ben, on a là développé un endroit où les gens peuvent venir écouter des produits. Ça permet de continuer à créer la relation. C'est pas une boutique, hein, c'est vraiment c'est dans nos locaux. C'est assez modeste, mais ça permet de pouvoir accueillir nos clients. Il y en a des clients qui viennent de partout en France parce que ils vont avoir entendu sur un blog américain que telle cellule à 3000 euros est la meilleure du monde et on est les seuls à la proposer. Donc ils vont traverser la France. On a eu des clients qui venaient en train, en avion, qu'on allait chercher pour venir écouter une heure, une cellule. Et donc voilà. Et donc j'en terminerai là-dessus. C'est donc effectivement maintenant tout l'enjeu, ce qu'on est sur un marché niche, c'est d'avoir la capacité à pouvoir transformer ses limites en opportunités et en capitalisant sur les opportunités qu'on a eues sur le marché de base. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions là? Alors parlez bien dans le micro parce que ça enregistre les questions. Bonjour, moi j'ai deux questions, enfin c'est par rapport à Amazon et j'ai deux questions par rapport à Amazon. Un, qu'est-ce qui pour vous fait qu'un user il va aller acheter chez vous plutôt que sur Amazon, sachant que sur Amazon il a potentiellement un compte, c'est moins cher et il va être livré en 24 heures. Et ma deuxième question par rapport à Amazon, c'est est-ce que vous êtes utilisateur de la marketplace d'Amazon? Si oui ou non, pourquoi? Merci. Alors, pour la dernière question, c'est on utilise très peu les places de marché. On a fait eBay parce que de façon pour tester un peu les marchés. Sur Amazon, on a juste deux, trois marques, je crois, dessus. Pour tous les risques qui est de mettre nos produits, qui puissent avoir accès. Enfin, je pense que tout le monde est au courant là-dessus. Donc, on limite, on voit pas ça comme une opportunité de business, plutôt comme un risque. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que sur Amazon, il n'y a pas les produits qu'on vend. C'est simplement ça. Alors, on fait aussi la livraison en 24 heures. On essaie justement de développer du service pour aller plus loin. Mais au final, notre offre est commune à Amazon est très réduite au final. Et on pense et on se rend compte que le service qu'on amène derrière, de spécialistes, nous permet de lutter. Et des gens sont prêts, on casse pas les prix, hein, on est même plus cher. Donc on essaie de travailler en fait. Le prix, ça vient au dernier moment. Si vous allez sur notre site, vous verrez, on parle très peu du prix. Enfin, quand on parle à 4000 euros sur une platine, vous voyez, c'est un peu... Bon, j'ai honte de dire ça, donc on parle pas du prix, on parle d'abord du plaisir, de ce qu'on va trouver et tout ça, et à la fin on parle du prix. Donc en fait on place le débat ailleurs. Et donc comme Amazon c'est souvent une question de prix, nous on essaie de le déplacer tant qu'on peut, et pour l'instant on s'en débrouille bien, sur cette dimension plutôt de plaisir et de conseils et de services surtout après-vente, où on va bien plus loin que les conditions générales de vente, ce qu'on nous demande de faire. Je sais pas si ça répond à votre question. Okay. Il nous reste 2 minutes, est-ce qu'il y a encore des questions? Bonjour, j'ai deux questions en fait. La première, c'est par rapport donc au marché de niche. S'il y a déjà quelqu'un qui est en place, comme vous, et quelqu'un veut se mettre en concurrence, est-ce que le fait d'être le premier, c'est vraiment un avantage énorme? Et la deuxième question, c'est par rapport au inbound marketing. Je voulais savoir si vous utilisez ça pour faire de la fidélisation via des mails en fonction de ce que les gens ont regardé. Alors, la première question, c'était sur le fait d'être le premier. Oui,
véritablement, il y a une prime au primo-accédant qui permet de prendre des positions, notamment en référencement naturel, en historique et tout ça. Après, sur notre marché, on a vu plein d'intervenants un peu opportunistes arriver dessus en pensant que ça allait être facile, tout ça. Moi, je place ma stratégie toujours dans être toujours dans je pense que ça pousse à être meilleur. Voilà, c'est ce qui. Donc, on peut intervenir sur un. C'est plus compliqué quand on est le deuxième, troisième, mais je pense que si on fait mieux le boulot, et ben on arrivera à passer devant parce qu'au final, ça sera sur la qualité de ce qu'on produit pour le client qui fera la différence. Et sur la stratégie d'inbound, on n'a pas, on va pas jusque là. Très clairement, quand je parle de cette stratégie-là, c'est le fait que les gens viennent nous. Quand je parle de ça, c'est plus les gens viennent nous voir pour pouvoir avoir de l'information. Et on a un vrai enjeu, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est d'être capable maintenant de mieux les identifier, de mieux les capter. Parce que nous, on a tout un travail sur notre base, on a 35 000, 36 000 emails. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à des gros faiseurs, mais comme on est sur un marché extrêmement niche, on sait des gens qui s'intéressent aux platines vinyles. Donc, c'est une base extrêmement qualifiée. Mais on a besoin de la faire grossir et très concrètement, il faudrait qu'on arrive à mieux pouvoir capter les emails. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser directement à Jérôme parce qu'on va devoir passer au keynote d'après. Merci.